Bleu, blanc, bled. Bleu, blanc, bled. أزرق أبيض. بلاد. mavi, beyaz, bled. Bleu, blanc, bled. Masolo ya malamu. قصص إيجابية. Pozitif hikayeler. Bleu, blanc, bled. Des histoires en positif. La première bande dessinée qui était consacrée à Keltoum, c'était aussi pour montrer que ces régions, qui sont souvent montrées comme des endroits qui ont produit ou du terrorisme ou des conflits, avaient produit du beau. La poésie arabe, elle est millénaire. Et Keltoum, elle s'est appuyée sur ces poètes-là. Donc moi, je voulais montrer que cette région qu'on connaît mal en France avait produit du beau. Pour ce second épisode de Bleu Blanc Bled, nous sommes à Paris pour découvrir Nadia Atroubi Safsaf, la rédactrice en chef du Courrier de l'Atlas. Son père tunisien a bercé son enfance avec les chansons Keltoum, sur laquelle elle a écrit une BD. Elle dit d'elle-même qu'elle a grandi à Paris avec l'âme d'une banlieusarde. Comment mes parents sont arrivés dans le centre de Paris, surtout qu'on nous attend plutôt en banlieue. Et c'est ma mère, quand elle travaille dans un hôtel, elle avait dit à la gérante de l'hôtel qu'elle cherchait un appartement. Et la gérante, de manière très pragmatique, elle lui a cherché quelque chose dans Paris, parce qu'il y avait déjà des problèmes de transport pour les autres femmes de ménage qui arrivaient en retard parce qu'elles avaient des problèmes de transport. Et donc elle s'est dit, si je lui trouve quelque chose dans Paris, elle ne pourra pas être en retard, elle ne sera pas prise dans les grèves. Enfin, il y avait vraiment, au début, moi, je voyais ça, je m'étais dit à ma mère, ah, c'est sympa, elle t'a aidé et tout, mais en fait, il y avait quelque chose derrière. C'était juste d'avoir un personnel qui était malléable. C'est que quand tu grandis dans un quartier où les gens ont beaucoup d'argent et que toi, tu es de la classe moyenne, encore une fois, ça crée cette différence de traitement. Et je voyais, par exemple, j'avais une maîtresse à l'école primaire qui m'a fait ressentir, Madame Buffy, si j'ai le droit de la citer, qui m'a fait comprendre très vite que ma place n'était pas là, en fait. Et ça, c'est hyper violent. Je veux dire, mes premières expériences de racisme, c'est là, c'est à l'école primaire, où elle jette mon cahier et elle me dit c'est du travail d'arabe. Et ça a été violent. Je pense que j'étais en CM1. Voilà, ma première expérience du racisme, c'est ça, c'est à l'école et on me dit c'est du travail d'arabe. Sauf qu'en fait, elle était ignorante parce qu'avant, le travail d'arabe, c'était quelque chose qui était valorisant. C'était pour les ouvriers qui avaient fait l'Alhambra en Espagne et c'était pour valoriser un travail de qualité. Elle vit une enfance à la française, mais c'est en fac, dit-elle, qu'elle devient tunisienne. Longtemps, j'ai cru que j'étais vraiment française. À 100%. C'est-à-dire qu'en fait, je ne reniais pas du tout ma partie origine tunisienne, mais j'étais très à l'aise avec le fait d'être née en France et d'avoir des parents tunisiens. Je n'avais pas de questionnement identitaire. Et en fait, c'est les autres personnes qui m'ont renvoyé mon identité quand je suis arrivée à la fac de droit. On m'a, toute l'année, fait des réflexions sur mes origines. Et c'était au moment des lois Pasqua sur le droit du sang et le droit du sol. Et là, on m'a renvoyé mon identité arabe, en fait. Et du coup, ça a encore plus ancré mon désir d'aller voir ce qui se passait en banlieue, d'aller rencontrer les gens de banlieue. Militante, adulte, elle choisit le journalisme et écrit plusieurs livres comme Immigration plurielle, Témoignages singuliers ou encore La longue marche pour l'égalité. Tout de suite, quand j'ai commencé le journalisme, j'ai beaucoup insisté sur tout ce qui était transmission mémorielle et un peu réparer les trous dans la raquette, comme je le dis souvent. Et je relisais des articles que j'avais écrits dans Zanatan, un magazine qu'on avait créé en 2002, où déjà je traitais de l'esclavagisme, des rapports nord-sud. Vraiment, c'est des thèmes qui m'ont toujours passionnée. J'ai grandi avec des parents tunisiens et on ne valorisait pas cette culture-là. C'est-à-dire que moi, dans le quartier où j'ai grandi, Palais Royal, Musée du Louvre à Paris, on disait à mes parents, par exemple, qu'il ne fallait pas parler arabe à la maison, que ça allait nuire à notre intégration à l'école de la République française, alors qu'à contrario, il y avait des enfants d'expatriés anglais à qui on disait c'est génial, vos enfants parlent anglais, ça va être un plus dans la vie. Donc déjà,
assez tôt, cette dichotomie, elle m'a frappée. Tout de suite, j'ai compris qu'il y avait quand même une bonne immigration et une mauvaise immigration. Donc, mon premier ouvrage est paru en 2012 et c'était Immigration plurielle, témoignage singulier. Et vraiment dans l'idée de transmission mémorielle, c'était à l'époque où on avait eu le ministère de l'immigration et de l'intégration. Et je voudrais rappeler que ces gens avaient participé à la construction de la France. Moi, mon père, quand il est arrivé en France, il a fait tous les métiers possibles et inimaginables. Il a été maçon, il a bouffé de l'amiante. Enfin, voilà. Je voulais rappeler vraiment le sacrifice de ces hommes et de ces femmes qui étaient venus en France et que tout d'un coup on rejetait et qu'on amalgamait dans un truc de c'est des assistés et tout. Je me suis engagée très jeune, dès le lycée, j'ai fait les premières manifs. À l'époque, il y avait des structures comme SOS Racisme et j'étais déjà très méfiante de ce genre d'association, même si aujourd'hui, voilà, je respecte ce qu'ils font, mais très vite, j'ai vu qu'il y avait quand même une espèce de néocolonialisme qui continuait. Et mon engagement, il n'a jamais cessé, c'est-à-dire que là, ça fait plus de 30 ans que je suis engagée, j'ai été déléguée syndicale. J'ai été élue dans ma ville, à Cergy. Pareil, j'en suis un peu revenue aussi. Je pensais que l'action politique nécessitait qu'on soit à l'intérieur. Et j'avais beaucoup ce discours de si on veut changer les choses, il faut aller à l'intérieur. J'ai été très déçue de ce que j'ai vu. Parce que finalement, c'est comme partout, c'est comme dans plein de milieux. C'est des petits arrangements entre amis, des accointances. En tout cas, ce n'est pas forcément l'intérêt public qui prime. Et aujourd'hui, donc, je suis à la marge, mais je continue vraiment à m'engager à travers les écrits, le journalisme. À l'aube de la cinquantaine, Nadia Atroubi Safsaf se reconnaît dans la jeunesse française qui défile aujourd'hui pour la Palestine. Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Et bizarrement, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, malgré justement la chasse aux sorcières de Retailleau et tout, j'ai un espoir. Parce que je trouve que les jeunes générations, elles sont très instruites et qu'elles connaissent les dossiers et elles s'intéressent. Mais là où je trouve que ça a changé, c'est que vraiment, quand tu vas dans les manifs aujourd'hui, tu vois que ça touche toutes les souches de la société française, toutes les catégories socio-professionnelles. Donc vraiment, pour moi, d'avoir vu cet élan pour la Palestine, je me dis que vraiment, il y a un espoir de changement, en fait. Parce que ces jeunes-là, ces gens-là qui ont changé d'avis sur la Palestine, forcément, ils commencent aussi à changer de regard sur les questions autour des migrations, la politique française et tout. Donc moi, je pense qu'il y a un espoir. Une interview réalisée par Nadia Moulay. Vendredi prochain, avec Bleu Blanc Bled, nous irons à Stein, dans la banlieue parisienne, rencontrer la conseillère municipale Nasté Ouaden.